Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Laure Garcin, donc j'ai le plaisir d'animer cette quatrième session du Manifeste mondial Anthropocène. Donc désolé si certains vont réentendre mon introduction, mais comme nous accueillons à chaque fois une nouvelle dizaine de pays, je le refais. Donc ça nous semble important de relire ce texte qui a été écrit qui nous rassemble ce soir. Donc nous sommes entrés dans l'Anthropocène. Nous sommes Anthropocène. Nous sommes la communauté terrestre. Nous vivons ensemble le dérèglement climatique, l'acidification des océans, l'élévation des mers, l'extinction des espèces, les pandémies, les famines, la pollution des sols, les incendies, les migrations, les inondations, les sécheresses, l'urbanisation généralisée, les inégalités sociales. Malheureusement, la liste est longue. Nous ne maîtrisons plus nos effets. Tout change autour de nous. Et qu'on le veuille ou non, nous explorons nos propres vies et nos environnements. Depuis nos environnements proches, nos quotidiens, nos vies, qu'avons-nous envie d'exprimer? Qu'est-ce qui heurte notre conscience morale, notre sentiment de justice? Qu'est-ce qui nous met en colère, nous met en joie? Quelles sont nos idées, nos intentions pour changer la donne? Nous sentons-nous terriens? Aujourd'hui, prenons la parole, donnons la parole et engageons le dialogue. Donc voilà, donc nous sommes dans la session numéro 4. On a eu déjà 3 sessions très riches. Comme je vais vous l'expliquer, aujourd'hui on se retrouve tous, normalement il est 18h. Donc chaque session regroupe des territoires par fuseau horaire, de telle façon que tous les intervenants puissent parler à tout le monde, dans tout le pays à 18h. Donc même si vous êtes nombreux à nous écouter dans les 4 coins du monde, je souhaite la bienvenue en particulier à une dizaine de pays que je vais citer. Donc, la Turquie, l'Antarctique, Madagascar, le Kenya, Haïti, mais depuis Paris, l'Irak, la Russie, le Koweït, le Qatar, la Somalie, la République islamique d'Iran, l'Ouganda. Donc, on a différents intervenants. Vous me direz combien nous sommes. Mais avant de dire, j'ai fait tout tomber, hop, c'est pas grave. Donc avant de nous écouter, d'engager le dialogue entre nous, pourquoi cette performance expérimentale aujourd'hui? Donc ce qu'on s'est dit, c'est pour prendre la parole tous en même temps, pour témoigner chacun à notre manière ce qui nous compte pour nous dans cette ère anthropocène. Donc voilà, on va entrer en dialogue, en résonance, malgré nos éloignements, nos différences d'âge, d'origine. Je crois que dans ce groupe, on va avoir cette qualité-là de différence. Parce que nous vivons tous sur la même planète. Et je crois que ça nous semble important qu'un manifeste commun puisse prendre aujourd'hui, ce soir, tout notre sens. Donc moi, là, aujourd'hui, je pense que ce qu'on est en train de vivre, là, tous ensemble, c'est le début d'une histoire, le besoin d'accueillir tous les messages du monde entier, le début d'un débat, d'un dialogue qui est nécessaire entre les hommes, et peut-être le début d'un réseau. Donc en tout cas, voilà, j'ai encore hâte de voir ce qui va sortir de cette 4e saison. Donc, en matière de petites règles, juste pour que vous présentiez, parce que certains connaissent ceux qui nous suivent avec nous depuis ce matin, parce que nous... Donc voilà, nous sommes le matin en France. Donc nous sommes sur un plateau. J'ai à côté de moi un coordinateur, donc Alfonso Pinto, qui va m'aider et être en contact avec vous, tous les internautes en ligne. Il y a également ton prénom. Laurette, voilà, qui dessine avec nous, parce que voilà, c'est un média, on l'a bien vu, ça a été redit dans les premières sessions, voilà, le besoin de pouvoir traduire par des dessins des messages de fort. Et également, je remercie le travail des interprètes qui sont avec nous et qui vont traduire l'ensemble de nos propos, et donc qui m'amène à essayer de temps en temps de me rappeler qu'il faut que je parle doucement, et que je vous demanderai à tous de prendre en considération et de bien ouvrir vos espaces de traduction. Donc là, ça va se passer en 3 temps. D'abord, on va voir des vidéos. Ensuite, il y a des intervenants qui sont avec nous, et je les remercie déjà. Et donc, le coordinateur va vous dire dans quel ordre on va vous passer la parole. Et après, on pourra engager un dialogue ensemble. À tout de suite. Là, c'est les vidéos qui sont parties. Okay. Bonjour, buongiorno. Vi mando un caloroso saluto dal PNRA, dall'IPEV e da tutta la stazione Concordia.
Io mi chiamo Davide Tosolini e vi parlo a nome del crew Winter Rover DC-17 che passerà qua l'inverno in completo isolamento per 9 mesi. Ci troviamo nell'ultimo continente scoperto dal genere umano, nel posto, uno dei posti più inospitali della Terra, l'Antartide. Quello che vedete è il plateau antartico. In quella direzione vedete il Polo Sud. I nostri vicini di casa si trovano leggermente un po' più a destra, in quella direzione. Si trovano a 700 km e sono i russi della stazione Vostok, un'altra base scientifica. Sotto di noi ci sono 3 km di ghiaccio. Attorno a noi non ci sono esseri viventi. Gli unici esseri viventi che si trovano sul plateau antartico siamo noi e i batteri che ci siamo portati durante l'inverno. Qua si toccano i meno 80 gradi. Attualmente sono meno 30, meno 35 gradi. Siamo durante l'estate in cui il sole non tramonta mai. Durante l'inverno avremo 3 mesi di buio. Okay. Il nostro mondo è un luogo finito, ma questa sarà sempre terra di confine. Qua soltanto gli scienziati e poche altre persone ci mettono piede in maniera precaria. Siamo qui seguendo un po' l'istinto di Ulisse, per sedi di conoscenza e per capire i nostri limiti. L'Antartide non è di nessuno, non appartiene a nessuna nazione. Tutti gli scienziati e tutte le persone che sono presenti qua devono seguire il Trattato Antartico. L'Antartide è un continente destinato a scopi pacifici, ricerca scientifica libera, e su tutto il continente antartico non si può usare l'energia nucleare. Noi qua selezioniamo tutti i nostri scarti, li spediamo all'esterno del continente per essere riciclati. Il nostro impatto sulla natura cerca di essere ridimensionato al più possibile. Usiamo pannelli fotovoltaici per produrre energia durante l'estate e tutti i nostri sforzi sono direzionati per ridurre il nostro impatto su questo territorio isolato. Il luogo dove ci troviamo ora è un luogo molto importante per lo studio dell'evoluzione climatica del pianeta Terra. Dietro a me c'è la tenda del progetto internazionale europeo EPICA. Questo progetto si è occupato di perforare tutta la crosta di ghiaccio del plateau antartico per circa 3 km. Da queste carote si è estratto il gas presente nelle piccole bolle e da esse si è capito come l'atmosfera si è evoluta, come i diversi gas hanno avuto una diversa concentrazione negli ultimi 800.000 anni. Si è capito inoltre che nell'ultima parte, negli ultimi secoli, la presenza di CO2 è aumentata in maniera veramente impressionante. A pochi chilometri da qui, in quella direzione, ci sarà Epica 2.0, quella che viene chiamata Beyond Epica. Si cercherà di arrivare a una profondità ancora maggiore, arrivare cioè ancora più indietro nel tempo, circa a 1.200.000 di anni, per capire come l'atmosfera era composta. Underdeveloped countries most affected by the climate crisis are the ones with lowest carbon footprints. Therefore, their contribution to the emergence of the climate crisis is very low. In contrast, developed countries emit enormous amounts of carbon into the atmosphere. In other words, while developed countries create the crisis, the undeveloped countries suffer the consequences. There is injustice in this. We have to fight for climate justice wherever we can. Qu'est-ce qui offense notre morale?
So what? Quelque part, c'est par rapport à notre sens et notre conscience du vivre ensemble. Quelque part, vivre ensemble sur cette planète, ce qui fait par rapport à nos générations centenaires, les siècles et les millénaires de nos acquis. Donc on est quelque part condamné, entre guillemets, à vivre ensemble. Dans cette inéluctabilité de vivre ensemble, dans un espace restreint donné, on est bien obligé d'avoir cette conscience de la morale, du sens de la justice. Quelque part, qu'est-ce qui offense tout cela? C'est tout ce qui pourrait aller à l'encontre de ce que j'estime être le domaine du bon sens. Tout ce qui ne va pas dans le sens de notre destruction mutuelle. Quelles sont vos propositions pour changer la situation? J'imagine que la connaissance nous éclaire quelque part et qui nous permettrait de prendre de bonnes décisions, des décisions souhaitables dans le sens de notre bonheur personnel qui ne va pas à l'encontre du bien-être collectif. Est-ce que je me sens terrien, entre guillemets? Personnellement, je me sens terrien, mais je me sens aussi plus que ça. Et si je devrais répondre par oui, par non, je dirais oui, mais bien plus que ça. Merci. Donc en tout cas, c'est trois vidéos encore très différentes et avec des témoignages très personnels de Denis qu'on réécoutera tout à l'heure et en direct de Madagascar. Alors j'ai la chance d'avoir avec nous 4 personnes donc de Madagascar, du Kenya, d'Haïti et de Turquie. Donc avant qu'on ouvre le débat ensemble, j'aimerais qu'on vous entende. Quel est votre... Donc voilà, il y a 3 personnes qui n'ont pas fait de vidéo et donc j'aimerais que vous puissiez témoigner voilà, les messages que vous voulez nous faire passer aujourd'hui en 2-3 minutes dans le cadre de ce manifeste mondial anthropocène. Alors je vais demander tout d'abord à Evelyne du Kenya, je ne sais pas si elle nous entend et est-ce que je peux demander à Stéphanie, Evelyne, Mackenzie et Denis d'ouvrir leur vidéo, comme ça on aura l'impression de pouvoir discuter ensemble. Et voilà. Enchantée, comme ça on voit vos visages. Et est-ce que Evelyne Otieno du Kenya est avec nous? Est-ce qu'elle nous entend? Oui, je la vois. Oui, je vous entends très bien. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Bonjour. Je vous laisse la parole. Voilà, si vous avez, en écoutant ces premières vidéos, ou je ne sais pas si vous avez suivi les sessions précédentes. Voilà, sur quel message vous avez envie de donner à tous ces pays? On vous écoute. Kindly translate because I can't hear. I can't understand. Sorry. Ah, vous devez avoir, il faut lui dire dans le message, elle doit avoir la traduction automatique à côté de Zoom. Alors, en attendant que vous lisez, parce qu'on va essayer de rester en français, vous avez une traduction automatique juste à côté du bouton « Lever la main ». Donc, comme ça, vous devez vous entendre. On va donner la parole en attendant. Donc, il va envoyer un message pour le dire. En attendant, on va donner la parole à Mackenzie de Haïti et on reviendra juste à Evelyne juste après. Donc, est-ce que Mackenzie, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être là. Donc vous êtes écrivain haïtien, donc vous allez est-ce que vous, avec votre approche, quel message voulez-vous nous dire et comment vous réagissez à tout ce que vous voyez, entendez? Bon, après, la question de l'environnement, c'est une question qui est assez large. En Haïti, par exemple, on a des
Et puisqu'on est à l'échelle de la planète et c'est à l'échelle du monde, c'est assez insaisissable. Il y a des pays qui vivent qui ont des problèmes environnementaux qui sont liés soit à une politique qui n'est pas adaptée à la vie des gens, aux conditions de vie, et liés aussi à des problèmes au niveau de l'éducation, c'est-à-dire on ne sait pas comment faire, on ne nous dit pas quoi faire, on grandit comme ça, et avec les mauvais réflexes, les mauvaises actions et les mauvaises réactions. En Haïti, les problèmes environnementaux deviennent de plus en plus menaçants. Et pour certains, si cette situation est prioritaire, pour d'autres, c'est juste un problème comme un autre. Pourtant, cela devient de jour en jour le mal de ce pays. C'est une question qui est assez complexe et qu'il faut à chaque fois tenter de la découvrir sous d'autres angles et chercher à comprendre comment y faire. Il y a un déboisement qui est d'origine paysanne. Et ça aussi, c'est un autre problème qui est fondamental parce que ces gens-là qui vivent à la campagne, ils sont obligés de détruire des hectares de forêt et transformer ce bois en charbon et qui vont revendre en ville pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille, survivre. Et puis, il y a l'extension de la petite exploitation agricole qui est aussi, qui est aussi une menace, qui dépend d'un équilibre qui risque de basculer et à cause de la densité de la population et d'un manque d'une vision politique commune et éducative, etc. Donc, moi, je pense que c'est une question très importante parce qu'on vit dans ce monde où on est condamné à vivre ensemble. Et je pense que c'est important de s'intéresser à ces questions-là parce que s'intéresser à ces questions-là, c'est s'intéresser à sa vie, à la vie de sa famille, à l'autre et à l'espace où on évolue, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quelle que soit la politique, quelle que soit et l'approche. Et moi, je pense qu'elle devient nécessaire, cette approche, à partir du moment où elle se penche, où elle pense à l'autre, où elle va vers l'autre. Et aller vers l'autre, c'est aller vers la terre, c'est aller vers la vie, c'est aller vers les animaux, c'est aller vers toute la biodiversité avec beaucoup de respect et de lucidité. Voilà. Merci pour ce témoignage sur la nécessité d'aller vers l'autre, de prendre conscience de où on vit et comment on vit avec les autres. Avant d'engager le débat, je vais essayer de redonner la parole à Evelyne. Est-ce que la traduction fonctionne mieux et est-ce que vous nous entendez ? Yes, I can hear you. Oui, je vous entends. Est-ce que vous avez un message personnel est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met en colère, qui vous met en joie ou quelque chose que vous voulez nous partager? Yeah, sure. Oui, tout à fait. Je peux partager à partir du Kenya. Je suis à Kisumu et ce que je voudrais dire à la base, c'est que Kisumu a été créé dans les années 1900 comme un poste de commerce. Et depuis l'indépendance, on est parti de 19 km² de maintenant 417 km². Donc cela vous indique le niveau d'urbanisation, la croissance de cette ville et même si l'urbanisation a de points positifs, il y a aussi des points négatifs. Il y a eu beaucoup de développement, la densité a été augmentée et les personnes construisent dans des endroits qui sont très sensibles au niveau écologique. Nous avons quelques endroits qui sont en altitude, donc nous avons une espèce de bassin où se trouve le Kisumu et il y a le plus grand lac du monde, lac non salé du monde, le lac Victoria. Donc nous avons une érosion qui s'effectue
Et il y a beaucoup de développement et il y a pas, l'eau ne descend pas dans la nappe phréatique. Donc, nous avons beaucoup de problèmes d'érosion et puis les réseaux de voirie n'ont pas de bon système de drainage. Donc, nous avons la neutrification dans les lacs. Nous avons des problèmes d'algues qui se développent dans le lac. Donc là, l'équilibre est affecté dans le lac. Et donc, tout ceci est lié, induit des problèmes des changements climatiques. Donc, tout ce que nous voulons, c'est un changement de politique pour protéger les endroits très sensibles comme les collines et les montagnes pour qu'il n'y ait pas de développement sur ces collines et ces montagnes, qu'on continue à planter des arbres pour éviter l'érosion qui va à des dégâts, par exemple de l'inondation, beaucoup de sédimentation dans le lac et par le résultat étant qu'il y a beaucoup de pollution, l'accroissement d'algues dans le message, donc dans le lac. Donc voici le message que j'ai à vous partir sur la situation Kisumi. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de nous expliquer voilà, en direct du Kenya de nombreux signes qui montrent en effet une affectation de nos équilibres et vous appelez à un changement politique et à voilà, peut-être plus avec des nouvelles actions. Vous avez cité les arbres. On va voir un autre sujet. Alors, je suis désolée, on a annoncé au départ que je redonnerai la parole à Denis. Ça sera juste après. Je voudrais d'abord donner la parole à Stéphanie de Madagascar, qui n'a pas témoigné encore en vidéo et donc qui apparemment... elle va peut-être nous en dire plus. Une association, elle travaille dans une association sur les baleines à bosse, donc on voit la question des animaux sauvages, qui peut être aussi également, voilà, il y a peut-être un message qu'elle voudrait nous faire passer là en 2-3 minutes avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Ah, super. Alors, je me présente, je suis Stéphanie, bienvenue. Je suis la chargée de communication de Setamada, qui est une association à Madagascar, basée à Sainte-Marie, pour la conservation des mammifères marins et de leur habitat à Madagascar, mais aussi dans l'océan Indien. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que Madagascar possède une richesse naturelle et unique au monde, avec des espèces endémiques, avec des plantes endémiques, d'où la nécessité pour l'humain d'interagir avec elles, pour la connaître, la valoriser, la protéger. Donc, d'où l'existence de Setamada. Donc, pendant les années 20 à 50, les baleines ont été chassées massivement, que ce soit pour des motifs commerciaux ou scientifiques. Donc, pendant les années 70, la baleine à bosse portait le statut d'espèce vulnérable, mais grâce aux efforts de conservation, 40 ans après, elle retrouve un statut de préoccupation mineure. Mais comment? Du coup, par la création d'un sanctuaire baleinier dans l'océan Indien, qui est une aire marine protégée de l'océan Indien, où la CBI a banni tout type de chasse à la baleine commerciale. Donc, ce sanctuaire a été inauguré officiellement en 1979 à la suite de la proposition des Seychelles et elle a été opérationnelle à partir de 1986. Depuis, la population qui migre autour de Madagascar s'est reconstruite et se trouve être en bonne santé. Donc ça, c'est un message d'espoir. Cela s'est fait grâce à un gros travail de conservation. Et dans le cas de Setamada, depuis sa création, nous avons conscience de l'importance de ces mammifères marins dans la baleine à bosse et de ses habitats. Donc, nous cherchons à promouvoir des interactions positives avec la baleine à bosse et son habitat dans un but de conservation. Donc, nous nous engageons dans une démarche de développement durable en impliquant les populations locales dans nos actions, que ce soit en étudiant les baleines, c'est-à-dire le côté scientifique en faisant de la photo-identification, la génétique, de la science participative avec une approche engagée, en mettant en place et en pratique une charte d'observation responsable. J'ai ramené ici. Alors ça indique les distances d'approche quand on va regarder les baleines à bosse ou les dauphins. Et on s'est engagé à former des guides qui vont veiller au respect de cette charte. On fait aussi une approche pédagogique en vulgarisant nos recherches, en éduquant la population locale et les touristes.
Du coup, on s'est rendu compte que plutôt que de chasser la baleine, les impacts sont positifs pour la nature et pour l'humain. Donc, il faut savoir que pourquoi on protège particulièrement les baleines. Donc, premièrement, la baleine, c'est le plus grand animal vivant sur la planète. La baleine aussi est un indicateur de la santé de nos océans. Donc, elle tient une grande place dans l'équilibre de l'écosystème marin. Donc, si elle est en bonne santé, on sait que les autres aussi le sont. Et aussi, la baleine est une plante biologique. Comme les grands arbres, la baleine stocke de grandes quantités de carbone. Donc, elle peut à elle-même représenter 1500 arbres parce qu'une baleine est capable de stocker 33 tonnes de CO2 par an, alors qu'un arbre stocke 22 kilos de CO2 par an. Donc, c'est énorme. Et aussi, la baleine joue un rôle dans la régulation du climat. Ce qui est très, très important, c'est que leur excrément est riche en azote, en fer et en phosphate. Donc, ça fait le bonheur du phytoplancton qui est vraiment à la base de la chaîne alimentaire qui vont servir de nourriture aux zooplanctons qui est le krill que la baleine mange en fait. Donc, plus il y a de baleines, plus il y a de krill. Et enfin, la baleine est un puissant moteur économique. Donc, une baleine vivante vaut mieux plus qu'une morte. Donc, selon la CBI, les baleines tuées pour des raisons scientifiques rapportent 10 millions de dollars par an, alors que l'observation de la baleine rapporte 1,2 milliard de dollars par an et génère plus de 13 000 emplois. Donc, c'est vraiment énorme pour la population de Sainte-Marie qui vivent principalement de tourisme et d'observation de baleines. Et aussi, la baleine est une espèce parapluie parce que quand on protège la baleine, on protège aussi les autres espèces qui sont moins emblématiques. Donc, en conclusion, à Setamada, nous nous efforçons de conserver l'environnement marin tout en améliorant le quotidien de la population parce que nous avons conscience que le lagon est le frigidaire de la population. Pourtant, les mammifères marins et les habitats marins sont menacés par les déchets marins. Alors ça, on en a beaucoup parlé précédemment, et en sachant que 80% de nos déchets sont d'origine terrestre et finissent dans la mer. Donc nous travaillons en ce moment sur un projet sur le suivi et évaluation des déchets marins, mais nous avons aussi mis en place un centre communautaire de formation de santé qui sont destinés aux populations locales à Sainte-Marie pour baisser les pressions anthropiques exercées sur les habitats marins. Donc, on propose des formations alternatives à la pêche et nous vulgarisons aussi nos recherches auprès de la communauté locale. Donc, on s'est dit que, le message, c'est que grâce à l'observation des baleines à bosse, un sentiment de fierté et de responsabilité vis-à-vis de ces mammifères naît auprès de ceux qui les observent et de ceux qui vivent à proximité. Et les touristes sensibilisés deviennent des partisans actifs environnementaux et de la conservation. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui montre votre action, en tout cas déterminée, sur la question de la préservation des animaux, notamment sauvages, et l'équilibre de notre système. Avant de rentrer dans ce type de discussion, on a le plaisir d'accueillir, à voir avec nous, Denis Cheviscus. Je voudrais faire attention à la manière dont je prononce votre nom. Je crois que c'est important. On a déjà vu dans les autres sessions de nombreux jeunes qui sont venus prendre la parole, témoigner. J'aimerais avoir. On a vu votre message où vous avez abordé la question de justice dans votre vidéo. Est-ce que vous avez un message un peu plus personnel ou autre chose à nous dire en direct et sur l'importance de pouvoir en tant que représentante de la jeunesse, vous exprimer sur ce sujet. C'est à vous. Est-ce que vous m'entendez, Denis? Yes, I can hear you. Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour. Et donc je viens d'Istanbul en Turquie, j'ai 13 ans et je ne vais plus à l'école les vendredis puisque maintenant je m'occupe du climat le vendredi et je fais la grève du climat le vendredi. This is the period when human activities started to affect the climate significantly. For a few generations, depuis quelques générations, ça va très vite là. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus lentement pour qu'on puisse le temps de traduire? Excusez-nous, on a vraiment envie de bien vous entendre. Merci beaucoup. C'est pour ça que nous essayons d'élever nos voix et nous encourageons tout le monde à
travailler avec nous et à faire cette grève du climat. Nous essayons d'expliquer l'urgence de la situation. Nous, en tant qu'activistes, nous souhaitons partager notre point de vue. Nous avons des points de vue scientifiques et nous travaillons avec des scientifiques. Et nous n'avons plus le temps. Ce n'est pas assez de recycler le papier ou d'éteindre la lumière lorsque nous sortons d'une pièce. Donc, il faut que de plus en plus de gens réalisent l'urgence face à laquelle nous nous trouvons. Et cela aura un impact sur les générations futures. Évidemment, la crise du climat touche le monde entier et surtout les plus innocents. Il ne faut pas oublier que, justement, les pays les plus avancés créent ces crises, mais c'est souvent les enfants et les gens les plus vulnérables qui en subissent les conséquences dans les pays les plus affectés. Et donc pour changer cela, il faut que nous soyons actifs, il faut que nous agissions. Et c'est pour cela que le manifeste de l'Anthropocène est très important. Si nous devenons des activistes, nous initions des actions dans nos pays. Et c'est pour cela que les grévistes du climat et les activistes sont très importants pour pouvoir sensibiliser les gouvernements. Et si nous arrivons à nous fixer des objectifs et à les réaliser, notre futur changera. Et tout ceci sera possible uniquement grâce à la mobilisation des gouvernements. Et j'espère que nous y arriverons. Et la moitié des créatures du monde entier doivent agir pour le climat. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce message militant, activiste. On a entendu parler juste avant, la session d'avant, d'archipel de résistance. Là, on parle de grévistes du climat. On sent bien qu'il y a un enjeu militant à agir, à aider à cette prise de conscience, en effet, parce que la marche à gravir est haute. Et ce que vous dites, c'est que ça ne suffit pas, les petits gestes aujourd'hui, et qu'il faut aller plus loin. Et pour cela, il faut des porte-voix. Donc vous dites que le manifeste pourrait être un début de porte-voix. Qu'est-ce que vous attendez avant de redonner la parole à d'autres personnes, qu'est-ce que vous attendez de ce manifeste mondial? Et là, le fait de pouvoir discuter dans ces différentes sessions avec des pays en simultané, d'autres pays du monde, d'entendre des actions, des témoignages de tous, ça pourrait être quoi la suite de l'histoire ensemble? Nous avons besoin d'un avenir que nous méritons. C'est notre avenir et nous devons avoir des émissions carbone zéro et cela aura un impact sur tout le monde. D'accord. Voilà, j'aimerais voir avec d'autres personnes. Avant de donner la parole à d'autres personnes, est-ce que Alfonso, il y a d'autres personnes sur le chat qui voudraient s'exprimer ou d'autres intervenants qui aimeraient prendre la parole et réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre dans cette session? Ou vous-même? Oui, plein d'autres questions, mais moi j'invite aussi les participants, nos invités, à se faire des questions, entre autres. Je pense que c'est un peu les principes de ces manifestes, mettre en contact des gens. Donc je ne sais pas si par exemple Denise veut demander quelque chose à Stéphanie ou vice-versa, ou Evelyne, bien sûr, vous serez le bienvenu. Oui, moi je pense que Denise, elle a... Donc Mackenzie d'Haïti. Je pense que Denise, elle a raison, vous avez raison Denise, et merci pour ces mots. Et agir pour protéger notre environnement, c'est avant tout changer nos habitudes, nos mœurs et nos vieilles pratiques. C'est une affaire extrêmement sérieuse qui demande l'attention, l'engagement, la contribution et l'investissement de tout le monde. Et parfois, les vicissitudes de la vie, les problèmes quotidiens peuvent facilement nous vaincre, mais nous devons penser à l'avenir et nous relever. C'est possible. Et voilà. C'est très possible.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce que Evelyne voudrait réagir? Ou est-ce qu'en effet, vous dites c'est possible, vous dites qu'il faut agir? Yes, I'm here. Oui, elle est là, Evelyne, vous lui avez demandé, elle est là. Est-ce qu'elle a quelque chose justement à demander à nos autres citoyens, intervenants qui se disent qu'il faut agir ensemble? Voilà, c'est quoi le lien qu'on est en train de créer là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a comme vertu pour vous et en quoi il pourrait accompagner, aider vers les enjeux qui nous mènent là, qui nous réunissent tous aujourd'hui? Je pense que la dame de Madagascar, sa présentation était extrêmement intéressante, la valeur des baleines à bosse. Donc, ces informations que je ne connaissais pas. Et je pense qu'effectivement, la baleine semble être une des créatures les plus intéressantes sur Terre, qu'on a un devoir de les protéger. Il y a beaucoup plus de valeur. Et la baleine soutient le combat contre le changement climatique. Donc, effectivement, dans des endroits où nous avons des plans lorsque nous plantons des arbres, donc je trouve effectivement on a une action à faire et cela a été très intéressant. Donc, ce qu'on entend, c'est voilà, une des vertus potentielles, en tout cas, un des apports de ces échanges, de partager comme ça des expériences dans le monde entier, c'est pouvoir s'enrichir, enrichir à la fois notre prise de conscience, enrichir des actions. Voilà, est-ce que l'émotion aussi partagée, moi j'ai l'impression que depuis ce matin, on entend beaucoup de personnes mobilisées, ça me donne espoir, on entend aussi beaucoup de colère, ou même voilà, en tout cas toutes sortes d'émotions. Donc voilà, je trouve que de les partager, ça nous remet un peu dans une dynamique d'action. Est-ce que vous, au quotidien, dans votre pays, il y a une action qui vous aurait marqué ou un espoir que vous auriez envie de partager? Voilà, je peux redonner la parole, par exemple, à Mackenzie ou Evelyne ou à Denis, enfin, celui qui a envie de prendre la parole, pour donner un exemple, quelque chose qui l'a marqué. Ou un signe particulier qui vit dans son pays, à son niveau, qui peut être intéressant à partager pour tous. Par exemple, on a eu le témoignage sur la baleine. En effet, je ne le connaissais pas non plus. Est-ce que Denis, par exemple, à Istanbul ou en Turquie, il se passe quelque chose que vous aimeriez partager? Je ne vous vois plus. Non, alors moi, en attendant la réponse de Nice, je rebondis plutôt sur l'ensemble de ces contributions pour revenir un peu à l'esprit de cette longue journée, justement pour mettre en exergue la relation qui est en train de se créer entre les locales et les globales. Donc nous avons eu par exemple le témoignage d'une expérience strictement locale, celle de Stéphanie avec les baleines. Nous avons eu de l'autre côté le témoignage d'une sensibilisation, celle de Denise, qui nous relance justement l'échelle globale de ce qui nous arrive en ce moment en tant qu'Éthérien. Or, moi, en tant que géographe, je suis très intéressé par cette relation à différentes échelles. Moi, par exemple, à titre biographique, j'ai commencé à prendre conscience réellement du problème du changement climatique et en général de la dégradation de l'environnement au moment où je me suis installé à Paris. Je venais d'une grande ville, une ville qui se trouve en Italie, en Sicile, à Palerme, qui était considérée comme polluée parce qu'effectivement, il y a beaucoup de voitures. En revanche, il n'y a pas d'usine. Mais je n'avais jamais ressenti à titre personnel le problème de la pollution. Quand je me suis installé à Paris, qui est une ville avec un degré de pollution malheureusement plus important, et pour la première fois dans ma vie, au-delà de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre sur les problématiques environnementales, je l'ai éprouvé
sur mon corps. Alors, est-ce que j'aimerais demander à mes invités, s'ils en ont envie, de dire s'il y a quelque chose vraiment... Événement déclencheur. Voilà, qui les a touchés vraiment dans leur vie quotidienne, quelque chose qu'ils ont éprouvé vraiment à l'échelle de leur propre corps. J'imagine que j'ai été traduit, donc j'espère qu'ils ont bien compris. En tout cas, voilà, est-ce qu'il y aurait un événement déclencheur dans votre vie qui aurait fait en sorte, qui aurait participé à cette prise de conscience et peut-être un début de changement de pratique voilà, qu'on pourrait partager Oui, par exemple, j'aimerais bien savoir par Denise quel a été, l'élément déclencheur. comment elle a vécu son premier jour de grève, son premier vendredi dans lequel il a décidé de ne pas aller à l'école et au contraire d'aller faire quelque chose pour son futur avant tout, parce qu'elle est très très jeune. Merci Denise. I actually started Ma première grève à l'école, j'ai commencé après la première grève mondiale, mais lorsque j'ai commencé les grèves, les manifestations, j'avais un panneau qui était marqué en turc. Les gens n'étaient pas conscients de ce que voulait dire le changement climatique. Donc, j'ai dû préparer un panneau qui disait « Êtes-vous conscient de la crise mondiale du climat ? Sinon, je peux vous en parler. » Et ce panneau a cartonné et on m'a posé pas mal de questions. Et je parlais du changement climatique et je me sentais bien parce que j'ai vu que j'avais un impact sur les consciences, que les gens étaient prêts à prendre action, parce que les gens allaient passer à l'action, parce qu'ils devenaient conscients de la crise climatique. Ils ont vu que je faisais quelque chose pour changer mon propre avenir en bien. Donc, en ce sens, donc la première grève a commencé. Cela fait 6 semaines que je fais grève et je ne vais pas m'arrêter là. Et je ne vais pas arrêter avant que les choses changent. On apprécie la détermination. Oui, on apprécie la détermination. Et on te remercie pour cette détermination. Et je pense que ça touche tout le monde. Donc on voit qu'à 13 ans, je crois, c'est ce que tu disais, qu'une grève mondiale t'ait touché personnellement dans tes tripes, si je peux me permettre de le dire comme ça, et t'ait donné envie d'agir. Et je crois que ce qui te fait de continuer à agir, c'est le fait que tu vois que ton action peut sensibiliser d'autres personnes. Et c'est ce qui te motive. Voilà. Est-ce qu'on peut poser la même question ? Je vois que Mackenzie est de nouveau avec nous. Voilà, en tant qu'écrivain ou en tant que personne ou citoyen, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait que vous êtes là aujourd'hui à vouloir manifester, dire quelque chose ? Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience ? On vous entend plus là. Est-ce que votre son est ouvert ? Merci. Alors, je ne sais pas si je suis en train de manifester, mais c'est sûr que je porte en moi tous ces discours, toutes ces paroles, toute cette j'ai envie de dire colère, parce que c'est vrai que moi je viens d'un pays fragilisé, mais il n'y a pas que ce pays aujourd'hui qui se retrouve au cœur de ce débat, au cœur de cette réalité. C'est vrai, quand il s'agit de l'environnement, les discours ont un peu d'effet, surtout en Haïti, parce que c'est un pays qui vit constamment dans une urgence et politique, sociale et même linguistique. C'est-à-dire, c'est un pays qui se parle pas, parce qu'il y a une grande majorité. Alors, cette question, elle est très importante aussi.
et comment se manifester, comment défendre, comment protéger l'environnement si les gens qui appartiennent au même pays, les habitants du même pays n'arrivent pas à se parler. Il y a une grande partie de la population qui parle créole et une toute petite minorité qui parle français. Et donc, ils ne se parlent pas, ils ne se comprennent pas. Donc, d'un côté, il y a les campagnes de sensibilisation qui se multiplient à n'en plus finir. Et c'est vrai, c'est une autre génération. Et ce n'est pas la génération de 50, c'est plus la génération des années 60, génération qui a connu, c'est cette génération qui a connu Duvalier, même si les anciens barons sont toujours là. C'est plus cette génération des années 30 pendant l'occupation américaine. Et donc, il y a une conscience qui est là, une conscience politique, une conscience sociale. Et puis, la réalité est là, sous nos yeux. Les rues sont sales, le pays est complètement déboisé, les montagnes sont tristes. Et de l'autre côté, l'écosystème du pays se vulnérabilise de plus en plus à cause de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et cette urgence, cette misère des gens qui se retrouvent à détruire leur environnement pour pouvoir survivre. Donc néanmoins, il faut reconnaître que sensibiliser à l'environnement est un travail. Et en amont, il faut aller à mon humble avis, il faut aller dans les classes, il faut expliquer tout ça aux enfants, il faut leur montrer ce qui se passe autour d'eux, il faut qu'ils puissent comprendre comment aimer un arbre, comment parler à un arbre, comment protéger son environnement pour se protéger et soi-même. Et en réalité, on assiste aujourd'hui à l'émergence, c'est vrai, d'un nouveau cadre d'action en matière de protection de l'environnement, et en l'occurrence, éducation relative à l'environnement, ERE. C'est une association qui permet de passer, dont la mission, on va dire, qui permet de passer d'un simple discours écologiste, parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup, même les politiciens, ils s'amusent à parler beaucoup, à faire des propositions, mais ça reste quand même au stade d'un discours écologiste et tout, et sans vraiment créer un couloir, une passerelle vers une sorte de pragmatique environnementale soutenable. Et donc, du coup, je pense qu'on en est là, nous, et en Haïti, dans une espèce de flou entre le discours écologiste et cette pragmatique, cette action concrète vers quelque chose, vers l'avenir, sachant que le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a beaucoup secoué ce pays, c'est-à-dire a détruit toutes les actions qui ont été mises en place vers justement cette pragmatique environnementale soutenable. Et donc, du coup, on est fragile, très fragilisé. On est un peu aussi, il faut le dire, la poubelle de certains pays, parce que dans la mer des Caraïbes, on sait que les Américains jettent leurs trucs et leurs déchets. Et on sait aussi qu'on est fragilisé politiquement. Ce sont les autres qui choisissent nos gouvernements. Et donc, du coup, la vision locale, la vision nationale ne compte pas, parce que c'est l'autre qui impose sa politique, sa vision et sa façon de faire. Donc, bref, c'est tout un problème, tout un chaos, tout ça fragilise certaines idées, certaines actions. On ne sait pas où commencer, on ne sait pas où se donner de la tête, mais moi, j'ai grand espoir parce que quand je regarde Haïti, moi, je vois un pays vierge et en quelque sorte, un pays qu'on n'a pas encore construit. Donc, si on arrive à un consensus, à une solidarité, à un vivre ensemble très fort, on peut commencer à construire ce pays et aller dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Merci.
Ah, de rien. Pardon. Non, mais je vous en prie. Mais on sent que ça vient du cœur et que c'est passionnant. C'est juste qu'il nous reste 5 minutes et je voulais continuer. Donc, on voit bien qu'au-delà de la question de l'éducation environnementale, il y a cette question de dialogue entre vous et entre pays. Alfonso, tu me faisais un signe parce que tu voulais prendre la parole? Non, je voulais juste avant qu'on finisse cette session, je voulais quand même dire 2 mots sur la première vidéo que nous avons vue, celle qui vient de l'Antarctique et qui a été faite en italien et que vous pouvez lire dont vous pouvez lire la traduction sur notre chaîne YouTube. Non, j'étais très content j'avais essayé, disons, au-delà des pays que Jérémy m'avait entre guillemets assigné, que mon collègue Jérémy Cheval m'avait assigné. Nous avons envoyé plein de mails, c'était un expériment très intéressant. Et moi aussi, comme ça, j'avais décidé d'élargir cette session aussi à des territoires un peu hors normes, c'est-à-dire de réalités géographiques qui dépassent un peu les concepts d'État-nation. Donc là, c'est l'Antarctique, et qui effectivement, ce n'est pas un pays, c'est un continent qui comme le dit Davide Tosolini, n'appartient à personne. Il est uniquement objet d'un traité antarctique qui fait de ce territoire un espace de recherche libre avec de grosses contraintes, heureusement, par rapport à l'impact sur l'environnement. Comme lui-même l'a dit dans la vidéo, le sel à l'endroit exact où il se trouve, c'est-à-dire vraiment très loin de la côte, on est presque vraiment au pôle sud, le seul être vivant, c'est eux et leurs bactéries. Et puis, très intéressant pour ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'activité que cette station franco-italienne conduit là-bas. C'est les projets EPICA. En fait, il s'agit d'aller creuser une surface des glaces qui fait 3000 mètres, donc 3 km de glace, et, dont on va extraire des carottes, et à travers l'analyse des boules glacées, on va essayer de connaître la composition de l'atmosphère terrestre entre il y a 800 000 et 1 200 000 années. Et donc, pour connaître notre planète, pour essayer aussi de quantifier cet anthropocène, cette démarche est fondamentale. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que déjà dans ces continents qui est inhabité et qui est absolument inhabitable pour l'être humain, sinon que pour des raisons scientifiques, avec des contraintes logistiques et techniques que vous pouvez imaginer, eh bien, la chose qui m'inquiète, c'est que déjà là, nous avons les traces de cet anthropocène. Déjà, comme l'a dit même David, dans les parties de la carotte qui représentent les derniers siècles, nous voyons bien l'impact que les activités humaines ont eu et continuent d'avoir sur la composition de l'atmosphère. Donc voilà, je tiens quand même à les remercier parce que, une petite curiosité logistique, en ce moment c'est l'été antarctique, donc ils ont les soleils qui ne se couchent jamais, et ils ont fait cette vidéo, ils ont décidé de contribuer malgré le fait qu'ils ont très engagé dans les changements d'équipe. Bientôt il y a l'équipe d'hiver qui va arriver là-bas, ce sont des Français et des Italiens qui vont rester en isolement complet 9 mois, et donc malgré cela, je tiens à les remercier parce qu'ils ont pris du temps pour soutenir notre initiative. Merci pour ce témoignage, de l'avoir ressouligné. En effet, c'est aussi leur geste à eux pour manifester, c'est d'avoir pris le temps de nous expliquer. On a bien vu avec ces différents témoignages l'importance d'aller comprendre, de vivre presque par ces témoignages les expériences de chacun, qui nous ont montré un peu le fait qu'on est dans l'Anthropocène est une réalité, et le besoin de se parler, de résister, de dialoguer, de le faire savoir pour pouvoir peut-être avoir encore plus conscience. C'est ce que Denis disait, c'est le besoin de participer chacun à son niveau à cette prise de conscience mondiale pour que les actions puissent grandir et aller plus loin que les petits gestes individuels, et qu'on puisse répondre à cette urgence. Il nous reste plus que... Ce qui est très difficile, j'ai réagi vite fait. Ce qui est très difficile parce que, comme on a vu dans les sessions précédentes, comme on a vu aussi maintenant, il y a des décalages énormes dans la planète entre ces différentes expériences de l'Anthropocène. Il y a ceux qui déjà les vit en première personne, il y a d'autres qui
justement, peut-être ne le vivent pas encore, mais qui s'inquiètent, justement. Et alors, ça, c'est probablement une difficulté majeure. C'est vraiment c'est la différence entre différentes réalités géographiques sur la manière avec laquelle ces changements est perçu. Il y a déjà des lieux qui souffrent, qui disparaissent, d'autres qui, malheureusement, vont bien l'éprouver bientôt, à moins de changements que nous tous, on souhaite pour l'avenir. Eh ben merci Alfonso, et je vais remercier Stéphanie, Evelyne, Mackenzie et Denis d'avoir participé avec nous à cette session 4, et on vous invite évidemment à rester, à continuer d'écouter les expériences de chacun, les manifestations de chacun, peu importe où vous êtes, votre âge et vos origines. En tout cas, merci à tous, et puis au plaisir de se retrouver. Donc je crois que ça sera... Je ne sais plus à quelle heure c'est, mais la prochaine étape, c'est 14h. En tout cas, merci.